La thermovinification, qui est en fait le traitement thermique de la vendange, puisqu'on peut parler de deux techniques majeures. La thermovinification au sens strict, qui consiste à chauffer de la vendange jusqu'à une température d'environ 70 degrés, parfois plus, pour après vinifier uniquement le jus, qui est une technique ancienne, qui revient, je dirais, pas mal à la mode et se répand de plus en plus. Ou le sujet dont je vais plus parler maintenant, qui est la macération préfermentaire à chaud, donc qui consiste à faire la même opération, mais au lieu de ne vinifier que le jus, laisser macérer les parties solides. Alors, qu'attend-on de cette technique ? Eh bien déjà, le traitement thermique a un premier avantage très intéressant, c'est en cas de vendange pourrie, la destruction de la lacase, donc cette enzyme d'oxydation liée à botrytis. Autre intérêt très important, l'élimination des pyrazines, donc responsable du caractère de l'arôme de poivron végétal de certaines de nos cépages quand ils sont insuffisamment mûrs. Et dans des conditions difficiles où la météo ne nous aide pas forcément, on a parfois les deux, de la pourriture et des raisins végétaux. Également, un autre aspect sur des vendanges peut-être plus saines, l'extraction rapide des polyphénols, je dirais, et des arômes, disons l'extraction rapide des composés pelliculaires. Donc l'objectif principal, c'est d'avoir un gain de fruits et de couleur. Cependant, il y a aussi des limites à cette technique. La chaleur va détruire les enzymes indésirables du botrytis, mais aussi ceux beaucoup plus utiles du raisin. De plus, on va extraire des colloïdes spécifiques, des pectines notamment, avec des ramifications particulières qui peuvent être mal reconnues par les enzymes œnologiques classiques. Et donc ça va poser de toute façon des difficultés de clarification qu'il va falloir gérer. Alors, un autre inconvénient, et pas le moindre de mon point de vue, c'est le coût de la technique. Donc ici, je vous ai mis un petit tableau, alors qui est un exemple. Les chiffres peuvent considérablement varier en fonction des équipements et des volumes traités. Là, c'est dans le cadre des essais d'optimisation d'itinéraire que nous réalisons à la Chambre d'agriculture en collaboration avec l'IFV, que nous avons pris des relevés pour donner un ordre de grandeur. Donc sur la première ligne, vous avez uniquement les frais de fonctionnement sans l'amortissement du matériel. Donc ce n'est pas énorme, hein, ça correspond à 1,49 €, environ 1,5 € par hecto. Si on rajoute l'amortissement du matériel, là le coût est beaucoup plus élevé, puisqu'on arrive à presque à 14 € par hecto. Et j'ai mis aussi une indication du coût en prestation de service, là aussi c'est un exemple, hein, où on est environ à 8,76 € par hecto. Donc en gros, pour avoir un ordre de grandeur, si on est vraqueur et qu'on veut utiliser cette technique pour mieux vendre son vin, il faut s'assurer de pouvoir valoriser au-dessus de 100 € le tonneau, au minimum. Et dans une commercialisation en bouteille, ça correspond à peu près en moyenne à 10 centimes d'euros par bouteille. À cela se rajoutent, qui sont un peu plus difficiles à calculer, je parlais des difficultés de clarification, les frais supplémentaires liés à cette difficulté de clarification. Alors, je vais vous présenter deux exemples sur deux millésimes qui se suivent, 2008 et 2009, issus d'une même propriété. Donc en rouge, nous avons un itinéraire qui contient une macération préfermentaire à chaud, et en noir, un itinéraire de vinification sans macération préfermentaire à chaud, bien sûr avec d'autres éléments variants, puisque c'est tout l'itinéraire qui a cherché à être optimisé. Donc notamment utilisation d'enzymes d'extraction et de tanins spécifiques pour compenser sur l'itinéraire qui n'a pas de macération préfermentaire à chaud. Donc les fonds un peu rosés sont les différences significatives, et nous voyons que nous avons bien un gain significatif au niveau de l'intensité colorante. On a une tendance à un gain en arôme avec significativement plus de fruits et significativement moins de végétal. Donc là, un essai qui correspond bien aux objectifs attendus de la technique. Voilà. Si nous regardons maintenant en bouche, principalement une augmentation significative de la quantité de tanin, avec une qualité de tanin plutôt bonne, au moins équivalente, et un équilibre intéressant, et une finale qui n'est pas plus dure. En 2009, nous voyons là, sur la courbe au niveau du profil aromatique,
que les choses sont beaucoup moins tranchées. Alors, on a une différence significative sur la nuance, mais au niveau aromatique, le fruité, le végétal, on est à peu près au même niveau. Est-ce que la technique ici a apporté un réel intérêt? On peut se poser la question. En bouche, significativement moins d'acidité, pas plus de tanin extrait, par contre une qualité de tanin un peu supérieure, mais globalement assez peu d'écart. Donc ça montre bien que les résultats de la technique vont être fonction des millésimes. Et derrière les millésimes, ça va être fonction de qualités de vendange différentes, bien sûr. Donc en 2008, on a un effet marqué, on avait une maturité qui était un petit peu juste, donc notamment avec présence de végétal. Donc là, on améliore nettement l'arôme et on améliore la structure. En 2009, l'effet est beaucoup moins net. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire une qualité équivalente pour un coût donc, que j'ai présenté nettement inférieur? Ici sont représentés les niveaux de préférence, donc en pourcentage de dégustateurs qui ont préféré un vin plutôt que l'autre. Donc en rouge, la préférence pour la macération préfermentaire à chaud et en noir pour le témoin. Et on voit qu'en 2009, on est à peu près à égalité. Un autre aspect, au niveau du pilotage, l'effet de la température. Alors là, nous avons cherché à essayer de voir, là aussi dans des essais en collaboration avec l'IFV, l'effet des conditions d'application de cette technique, donc la température. Il y a aussi des travaux que je ne présenterai pas sur les durées de macération après chauffage à température identique. Alors cette fois-ci, on a une vinification rigoureusement identique, le seul facteur est la température de chauffage. Eh bien, nous voyons, avec la température la plus haute en rouge, que nous avons significativement plus d'intensité aromatique, significativement plus de fruits, et une tendance assez forte à un peu plus de fraîcheur de fruits également. En bouche, maintenant, nous voyons un gain très net sur la sucrosité et le gras, et également sur l'intensité aromatique en bouche. Alors attention, il y a un piège dans ce que je vous ai présenté. Les objectifs sensoriels sont apparemment mieux atteints à 78 degrés qu'à 70, donc il semblerait qu'on ait une thermo encore plus marquée, avec un gain de fruits, de sucrosité, de gras, et une finale même également légèrement améliorée. Le revers de la médaille qu'il y a eu dans l'application de cette technique, c'est une fermentation, dont vous voyez la courbe ici à droite de fermentation, qui a été beaucoup plus lente et extrêmement difficile, et tellement difficile qu'elle ne s'est pas terminée, puisque nous sommes restés à une stabilisation à 2,9 g en glucose-fructose. Donc un vin qui ne pourrait pas passer l'AOC, s'il restait tout seul. Et une extraction au niveau analytique, au niveau IPT, on remarquera, on est identique malgré la température plus élevée. Donc en conclusion, sur cette technique, c'est effectivement une technique très efficace, surtout sur les vendanges botrytisées et insuffisamment mûres. L'adaptation est absolument indispensable à la matière première en fonction du terroir et du millésime, mais aussi, bien sûr, en fonction de l'objectif produit que l'on va chercher à atteindre. Et un élément dont je n'ai pas parlé et qui ne peut pas ressortir avec les descripteurs que j'utilise dans la fiche de dégustation, c'est qu'on a effectivement un gain de fruits, mais ce fruit est de nature assez différente. Et notamment, on a plutôt tendance à favoriser des arômes fermentaires et un fruité différent de ce que nous avons en vinification classique. Le pilotage précis est nécessaire et il ne faut pas oublier que derrière, il faudra adapter l'ensemble de l'itinéraire de vinification et surtout de l'élevage, notamment à cause des difficultés de clarification. J'en ai parlé au début, la rentabilisation est à étudier quand on n'est pas déjà équipé avant de se lancer. Et comme toute technique œnologique, eh bien, il ne faudra pas attendre de miracle. C'est toujours la qualité du raisin qui est le facteur le plus important de la qualité des vins. Est-ce que finalement, pour le 2008, le potentiel de vieillissement serait meilleur parce qu'on aurait fait de la thermo alors même qu'on n'en aurait pas fait, par exemple? Alors, l'effet sur le vieillissement, déjà il faut dissocier les deux aspects de la thermo en phase liquide, où on extrait principalement que les composés pelliculaires, des macérations préfermentaires à chaud, où il y a une macération derrière. Alors pour le vieillissement, les tanins de pépins sont nécessaires. Donc, tout dépend de la condition dans laquelle on va utiliser cette technique et notamment de la macération qui va suivre. Donc,
Autre chose, les objectifs atteints et le type de modification du profil, notamment au niveau des arômes. Je parlais d'arômes fermentaires. On a un fruité très frais qui est recherché avec cette technique. Je dirais c'est plutôt adapté à des vins à consommation rapide, puisque cette fraîcheur du fruit va naturellement disparaître avec le vieillissement. Donc si l'objectif au départ est de réaliser des vins de garde, mis à part problème, je dirais un peu pathologique, où on veut éliminer du végétal et où s'il y a eu un peu de botrytis, mais en général c'est pas avec ces raisins-là qu'on fera les meilleurs vins de garde. Mais en général, ce ne sera pas la technique la plus adaptée. Bon, merci de ce complément. La parole à deux hommes de terrain, un œnologue et un viticulteur. On commence par le viticulteur. Joël Bonneau. Et alors, oui, Joël, il faut que vous nous parliez à la fois du tri et de la thermovinification, parce on approche de la fin de la table ronde. Là, il faut faire donc voilà. Oui, alors, concernant le tri, bon, j'en dirai pas beaucoup, malgré que je mets en application ce qu'il dit, c'est-à-dire que je vais passer au tri embarqué cette année, donc embarqué sur une machine en vendanger, et qu'on va abandonner donc la table de tri dans le chai. Bon, moi je dirais que c'est un travail qui n'est pas passionnant. De trier pendant des heures, de voir défiler des raisins, c'est vraiment pas passionnant, et ça passionne pas grand monde. Voilà. C'est ce qu'il fallait ajouter. Donc on le dira comme ça, et je pense qu'effectivement, passer à un tri plus mécanique me paraît plus opportun, même si le côté social, enfin bon, voilà, après il y a des choix qu'on doit faire aussi, qui sont aussi économiques. C'est pas toujours facile à prendre la décision, mais je pense qu'on peut comparer ça à l'arrivée de la machine à vendanger, où on vendangeait à la main, ça faisait beaucoup d'emplois, on est passé à la machine, et aujourd'hui on n'est pas entre beaucoup plus. Finalement, globalement, il y a plus de main d'œuvre à utiliser dans les vignes, même s'ils ne sont pas utilisés au même moment. Mais globalement, il y a plus d'heures à passer. Donc voilà, je crois qu'il faut voir les choses plus globalement que travaux par travaux. Alors ça, c'est pour le tri. Alors concernant la thermo, le chauffage de la vendange, donc pour mon exploitation, donc nous l'objectif qui était recherché, c'était d'essayer à trouver du fruit. C'était ça qui nous paraissait le plus important, de façon à adapter nos vins à la demande des consommateurs. Et puis nous avons une exploitation qui est à cheval sur la Charente-Maritime et sur la Gironde. Et donc, je suis producteur de vins de table, de vins de pays, et puis de vins d'AOC pour toute la partie Gironde. Et donc, ça nous permet de mettre en œuvre donc de la thermovinification, vinifier en liquide et de l'autre côté, vinifier en solide. Voilà, donc bon, tout ce qui a été évoqué, on le constate. Et effectivement, ces vins ici de la thermo sont plus difficiles à clarifier. Je crois que ça c'est net. Mais il y a un gain, comme ça a été dit, au niveau du fruit, au niveau de la rondeur, qui est importante et donc qui est vraiment bénéfique pour la qualité. Alors pour la partie Charente où on fait des vins de table et des vins de pays, bien là on fait une thermo donc fermentée liquide à 100%. Pour la partie vin de table et pour la partie vin de pays à 50%. Et pour la partie AOC, donc là, on fait une cuve, fait quelques cuves, mais ça peut représenter entre 10-20% de la production d'AOC, quoi. Donc on est limité. Alors moi, la thermo, bon, ça permet d'éliminer les goûts on élimine la case et les goûts végétaux, certes, mais je pense que ça peut être aussi un bon moyen de faire d'extraction sur des raisins qui sont intéressants, des raisins qui sont très mûrs et qui possèdent un beau potentiel. Et je pense qu'on peut y gagner avec le fruit, avec du gras, et ça peut aider aussi d'autres cuves qui peuvent être vinifiées traditionnellement. Alors pour mon compte, cet investissement était assez lourd parce qu'il a représenté, j'ai vinifié 80 hectares de vignes, et donc l'investissement était à la hauteur de près de 50 000 €. Il a été aidé par France Agrimaire. Bon, mais enfin, c'était quand même assez lourd et donc, malgré tout, j'ai pas eu à compléter cet investissement par l'achat de groupes de froid, puisque l'exploitation en Gironde déjà produit 50% de blanc et 50% de rouge, donc j'avais déjà un itinéraire dans mon chai qui était avec une macération, parce que tous les blancs sont triés, macérés une nuit et pressé le lendemain et mis au froid. Et donc j'avais toute cette ligne de production qui permettait d'absorber aussi les raisins de thermovinification en liquide. Pour ce qui est la partie solide, bon, c'est un peu différent, mais on refroidit le jus derrière et donc j'ai toute la puissance du froid et toute la possibilité de refroidir derrière, ce qui n'était pas un surcoût donc pour moi. Voilà, donc il n'y avait que la partie thermo. Donc finalement,
Je suis donc en vente 100% direct et 90% bouteille. Donc, ce qui veut dire que normalement, je valorise un peu mieux mon produit que par comparaison, j'en excuse aux vraqueurs. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça. Et donc, je n'ai pas forcément augmenté mon prix, mais au moins, ça a permis d'assurer la qualité, d'adapter le goût du vin aux consommateurs. Si je veux le vendre en Chine, par exemple, il est plus facile de leur proposer un vin rond, soyeux, avec des bons tanins, qu'un vin très tannique, même si c'est un vin du terroir. Merci Joël pour ce témoignage enraciné, si je puis dire, tout à fait, et qui montre qu'il faut aussi être pragmatique. Comment ? Mais tourner vers la modernité. Absolument, mais l'enracinement n'est pas contradictoire de la modernité, ça je ne le pense pas un seul instant, pour ma part. Florent Gnotou, avant qu'on prenne une question écrite, une ou deux de la salle, et puis qu'on donne la parole à la fois au président Artigue et à monsieur Servat, je pense, voilà. Donc, pardon. Donc déjà, je pense qu'il faut revenir aussi sur le fait, on parle de thermo très fréquemment, nous techniciens, et même on parle même de thermo pour identifier certains traits aromatiques, si on parle par là. Une question m'avait été posée d'un éventuel risque de standardisation du produit. Y en a-t-il un ? Qu'est-ce que l'on entend par standardisation d'un produit ? Est-ce que c'est l'action d'uniformiser, de simplifier un produit, et auquel cas est-ce que cela ne peut pas correspondre à une recherche d'un profil donné pour répondre aux attentes d'une certaine cible, clientèle ? En tant que technicien, nous sommes amenés à déguster des vins à l'aveugle, des séries de vins à l'aveugle, et en général, nous arrivons assez facilement à identifier les vins issus de thermovinification, macération préfermentaire à chaud ou des thermovinifications menées en phase liquide. Donc, en effet, il apparaît que cette technique aide à produire des vins qui seront plus identifiables, peut-être moins complexes, mais dans tous les cas plus identifiables, et qui, en général, améliorent la qualité perçue, du moins dans une optique consommateur. Et encore une fois, c'est à tempérer en fonction de la cible. Je pense que mon propos a plus de portée sur le segment fun, enfin dit fun. Voilà. Ça n'empêche que, sans tenir à parler de standardisation, ça me gêne un petit peu, puisque nous sommes amenés à suivre des personnes où l'ensemble du raisin est traité par chauffage, macération préfermentaire à chaud essentiellement, de mon côté. Et je peux vous assurer qu'il y a des variations d'une année à l'autre, donc d'un millésime à l'autre. Ça a été mis en avant par Jean-Christophe. Il y a des variations entre les parcelles, entre les terroirs, entre les cépages. Et en effet, les meilleurs thermos sont issus des meilleurs raisins. Donc, je pense que le mot standardisation n'est pas forcément le bon terme. Par contre, c'est un process œnologique qui a une signature forte, du moins dans l'exploitation du produit dans sa jeunesse. Voilà. Si vous reprenez une macération préfermentaire à chaud 5 ans après, qui a été élevée de façon plus conventionnelle, vous aurez beaucoup plus de mal à identifier le process. Merci. Merci à vous, Florent. Une question, là, pendant qu'on arrive éventuellement d'autres. Les nouveaux outils présentés pour caractériser... C'est une question qui date un peu, mais on a avancé. Les nouveaux outils présentés pour caractériser la qualité de la vendange de façon prévisionnelle sont intéressants pour les professionnels de l'expérimentation. Question dont vous imaginez, évidemment, elle est logique. Mais pour le viticulteur, sur le terrain, l'intérêt semble moindre. Peuvent-ils vraiment remplacer la dégustation des baies, les analyses basiques de suivi de maturité au labo ? Je dirais moi non, mais sans doute les compléter. C'est à vous de répondre. Monsieur Vinsonneau. Non. Je pense qu'il y a une attente actuellement d'un équipement piéton, peu onéreux, qui va permettre de prendre l'information analytique rapidement sur le terrain. Mais il sera bien sûr complémentaire de conserver la dégustation des baies, qui donne une information organoleptique et gustative qui peut être aussi, bien sûr, mise en complément de l'information des équipements. Les travaux actuellement en cours, nous, c'est surtout d'accompagner les équipementiers. Il y a des équipements qui apparaissent avant qu'ils ne se développent trop, être capable de pouvoir bien les évaluer pour voir finalement la pertinence des informations pour que vous puissiez les utiliser au plus rapidement possible. Là, actuellement, on a des équipements très variés avec des niveaux d'information très variables, mais la demande la plus intéressante sera des équipements simples, pratiques à utiliser pour une information prise rapidement, pour pouvoir avoir
en complément de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, une information rapide sur l'évolution de la maturité.